Merci Jean-Jacques pour l'invitation à ce colloque. Et naturellement, je remercie également Séverine Frima pour son professionnalisme et le fait qu'elle nous a parfaitement cornaqué pour que tout se passe bien, et toutes les personnes ici qui vous aident pour la pause café, etc. Merci pour l'accueil. Alors c'est un peu émouvant pour moi d'être ici présent devant vous aujourd'hui parce que je n'ai pas oublié l'invitation du professeur Yves Coppens. C'était quelque chose qui était un peu traditionnel à Bordeaux. Yves Coppens participait à tous les jurys de thèse sur l'évolution de l'homme. Et à 1 ou 2 années après la thèse, il nous invitait à faire une conférence, etc. Donc moi, c'était en 1995. Et c'était très, très important pour nous de faire cette conférence. C'était une façon de voir qu'on était accepté dans cette communauté scientifique, même si on n'avait pas de poste. Alors, je vais essayer de vous parler de sépulture, de gestes funéraires au paléolithique moyen, puisque, en fonction du programme, je ne voulais pas faire des choses qui se chevauchaient. Et je vais essayer d'aller un peu au-delà de ce qu'on fait d'habitude quand on reste très, très rigoureux sur les données. Mais vous allez voir que j'ai aussi essayé d'être très rigoureux sur les données et d'ouvrir, comme l'a fait Noémie avec cette brillante présentation sur la Cima de los Huesos, des réflexions un petit peu nouvelles, comme nous le demandait Jean-Jacques. D'abord, il faut s'entendre sur les termes. Naturellement, il faut savoir ce que c'est qu'une sépulture, parce que Jean-Jacques l'a souligné dans ses cours. J'ai regardé tous les cours de Jean-Jacques avant pour pouvoir faire quelque chose qui était aussi complémentaire au sien, et donc je n'ai pas voulu revenir sur des points, même si vous verrez, et c'est normal, qu'on n'interprète pas totalement les choses de la même façon. Donc là, c'est très bête. Moi, j'ai pris la définition classique, celle qui se trouve dans le dictionnaire de la préhistoire d'André Leroy-Gourhan. C'est celle qui est la plus unanimement acceptée par la communauté. C'est le lieu où ont été déposés les restes d'un ou plusieurs défunts et où il subsiste suffisamment d'indices pour que l'archéologue puisse déceler dans ce dépôt la volonté d'accomplir un geste funéraire. Noémie l'a parfaitement introduit également. Je cite également une citation d'Éric Rubézy, qui est professeur à l'université de Toulouse-Post-Sabatier, qui a écrit que reconnaître une sépulture, ce n'est pas une simple constatation, c'est une interprétation de vestiges, ce en quoi il a raison. Pour le paléolithique moyen, le Middle Stone Age vient souvent, il suffisait de dire c'est une sépulture, vous allez un peu le voir avec certaines diapos, pour que ce soit accepté. Et moi, je rajoute, pour cette période-là, et de leur contexte archéologique et sédimentologique, Noémie également est venue sur ces points, c'est absolument fondamental. Alors, bien sûr, quand on parle de sépulture et qu'on parle de gestes funéraires, il faut savoir ce qu'on entend par un geste funéraire. Et un geste funéraire, c'est un geste pratiqué envers le défunt et s'inscrivant dans une pratique funéraire. Et la pratique funéraire, c'est une activité qui est déployée par les vivants sur le mort ou autour du mort pour traiter ce dernier avec respect selon les règles sociales propres au groupe. Et c'est là où on a quelque chose d'assez difficile à aborder, c'est-à-dire est-ce que durant ce paléolithique moyen ou ce Middle Stone Age, qui est son contemporain chronologique en Afrique, il y avait ce traitement avec respect. Pour cette période, personnellement, je suis un élève de l'école bordelaise, donc du professeur Bernard van der Merch, où il y a beaucoup de collègues qui réfléchissent sur ces questions. J'ai repris sa définition dans ma réflexion, à savoir que ce traitement avec respect est lié au fait qu'à un moment, des vivants vont décider d'enterrer un corps, de le protéger donc de l'action des prédateurs ou de la décomposition en plein air, etc., alors que ces individus vivaient sur les déchets de leur alimentation, etc. Donc ce n'était pas des questions de sanitaires qui nécessitaient d'enterrer un mort, ce n'était pas des questions d'odeur, c'était des individus qui vivaient avec des vestiges organiques en décomposition très près d'eux. Donc, pour moi, cette idée qu'on puisse démontrer qu'il y a eu une protection volontaire du corps va dans le sens de ce respect. On va distinguer plusieurs types de sépultures, et ça, c'est un petit peu aussi ce que je souhaitais vous dire relativement à l'intervention de Noémie et les autres qui vont suivre. Donc, la sépulture primaire, c'est quand vous avez un corps, un cadavre qui va se décomposer à l'endroit où les archéologues, les fouilleurs, les paléoanthropologues vont le trouver, de sépultures qui peuvent se faire en 2 ou plusieurs temps, c'est-à-dire que le dépôt des restes humains va être précédé par une phase de décharnement, qu'elle soit active ou passive, qui se déroule nécessairement en un lieu distinct de ce qui sera la sépulture définitive. Pour la période qui nous intéresse, le paléolithique moyen, les scientifiques n'ont quasiment réfléchi que sur la sépulture primaire, parce que c'est cette sépulture primaire qui nous permettait
d'aller vers cette idée que bonne protection d'un corps égale squelette en connexion anatomique, égale squelette que l'on retrouve, nous, dont les éléments osseux sont pratiquement en connexion anatomique et sont très très bien représentés. Et vous allez voir qu'à l'issue de ma présentation, j'ouvre la porte, moi, sur l'idée que peut-être que des sépultures dites secondaires en plusieurs temps ont précédé les sépultures primaires, en fait. Alors, moi aussi, je m'amuse avec des bases de données, et je sais que quand on s'amuse avec des bases de données, on fait des travaux qui sont fortement critiquables. Je pense que des collègues ici dans cette salle, Bruno, pour ne pas le citer, qui travaillent sur des périodes plus récentes, ou Jacques, peut-être qu'on ne mettrait pas les mêmes choses dans les bases de données. Et où est-ce qu'on en est quand on travaille sur ces gisements qui livrent des vestiges humains à cette période-là? Noémie l'a dit, il y a 2 lignées humaines qui sont concernées, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, ces lignées humaines nous ont livré pas tellement de sites qui livrent des vestiges humains qui auraient été traités avec respect par leurs contemporains, 21 gisements pour les Néandertaliens contre 6 pour les humains anatomiquement modernes. Ça fait que 41 individus inhumés pour les Néandertaliens, grosso modo. On pourrait en rajouter une dizaine, une petite quinzaine, parce qu'il y a débat, bien sûr. 26 pour les humains anatomiquement modernes. La majorité de ces découvertes qui nous font réfléchir sont essentiellement des sépultures primaires individuelles, vous pouvez le voir. 2 gisements pour les Néandertaliens qui représentent pratiquement la moitié du corpus. C'est ce qui est aussi un élément d'espoir. Peut-être qu'un jour, on va trouver des sites qui vont nous livrer des informations totalement différentes. Et Noémie l'a dit, avec la Cima de los Huesos, on a 90% de la collection de tous les restes humains connus dans le monde qui ont 450 000 ans quasiment, avec un seul gisement. C'est un peu pareil pour les humains anatomiquement modernes, etc. Et des territoires qui sont absolument ceux sur lesquels il faut continuer à chercher si on veut être quasiment sûr de trouver quelque chose, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus chercher ailleurs. La France et la Nouvelle-Aquitaine, c'est le territoire béni des préhistoriens pour les sépultures primaires, et le Levant avec le territoire d'Israël. Récemment, il y a eu une annonce qui a été faite dans la revue Nature d'une découverte d'au moins 3 nouvelles sépultures primaires dans la grotte de Tinchet en Israël, mais pour l'instant, les collègues ne nous ont pas dit au sein de quelle lignée s'inscrivaient ces fossiles. La carte de répartition de ces gisements, voilà, vous l'avez devant vous. On se limite donc à quelques pays de l'ancien monde, l'Australie, le KwaZululand, le Kenya, l'Égypte, le Levant avec le territoire d'Israël et on va dire l'Eurasie occidentale pour la lignée néandertalienne. Donc, comme vous n'en entendez pas souvent parler, j'ai eu envie de vous parler de ces découvertes qui ne sont pas sur des territoires particuliers que sont le sud-ouest de la France et le Levant. Une des plus vieilles sépultures primaires connues dans le monde, si son ancienneté est bien de l'ordre de près de 63 000 ans, c'est celle de l'individu Lake Mungo III en Australie. Alors il y a un débat sur la datation de cet individu adulte inhumé, et si cet individu adulte inhumé est bien aussi ancien, sachez que c'est le seul, pour cette période, qui est inhumé et dont le corps avait été volontairement ocré. Pour toutes les autres sépultures, il n'y a pas de corps ocré. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'unicums comme ça sur ces sépultures primaires. La seconde, Border Cave, donc dans le KwaZulu-Natal, excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure dans le nom du pays, c'est celle d'un nouveau-né. Ce sont des fouilles qui se sont déroulées en 1941. Et donc, on n'a pas forcément toutes les données comme on aimerait les avoir, mais dans l'espace théorique de la fosse funéraire, les fouilleurs reconnaissent une fosse funéraire de ce nouveau-né, il y a ce coquillage qui a été trouvé, ce conus, avec une perforation volontaire. C'est celle que vous voyez au niveau de l'extrémité. Alors, moi, je suis daltonien, je ne vois jamais le pointeur rouge, donc je ne vais pas vous le montrer. C'est celle que vous voyez au niveau de l'extrémité du haut. Et sachez que ce coquillage avait été également ocré, mais pas le corps de l'enfant. À nouveau, si ce squelette de nouveau-né est aussi ancien, près de 75 000 ans, c'est le seul humain anatomiquement moderne qui, au sein du volume de la fosse funéraire, enfin, au sein du volume de cette fosse funéraire, pour lequel on a trouvé un élément de parure. Il n'y en a pas d'autre. Pardon. Puis on arrive à une découverte qui a été récemment publiée au Kenya de cet enfant de Pangaya Saidi,
2017, où alors là, les chercheurs, vous le voyez en haut à gauche, ont clairement vu une fosse funéraire. Ce sont des sédiments c'est un remplissage qui est conséquent. Il y a beaucoup d'ocre qui est présent dans ce gisement, mais pas avec cet enfant. Il y a des coquillages aussi, qui sont des escargots qui sont présents dans ce gisement, mais aucun n'a été modifié de façon anthropique. En revanche, en fonction de l'étude que ses collègues ont pu faire de cette découverte, il suppose la présence d'un coussin en matière périssable qui maintenait la tête dans une certaine position, qui expliquerait la position de la tête relativement au squelette infracrânien, qui a disparu naturellement en fonction, suite à l'évolution taphonomique de ce type de matériel organique. Alors la reconstitution telle que vous pouvez la voir qui a été faite de cette découverte ne tient pas compte de l'existence de ce coussin. Il faudrait que la tête de cet enfant soit beaucoup plus basculée sur le tronc. Et puis il y a cette découverte qui est quasiment inconnue, hein, celle de Taramsa ou Kena 1 en Égypte, qui a été faite par l'équipe du professeur Piet Vermersch et de mon ami et collègue Philippe Vampire de l'Université catholique de Louvain, qui est celle d'un enfant qui a été trouvé dans des galeries d'exploitation de chaille. La chaille, c'est une matière siliceuse qui est taillable. Et au cours de fouilles réalisées dans les années 90, ils ont vu ce crâne apparaître et ils ont fouillé et ils ont trouvé ce squelette de cet enfant qui est dans une position très particulière. Vous pouvez le voir, hein, la tête est ramenée vers l'arrière, il est en position assise. À nouveau, c'est une position unique pour toutes les annales paléoanthropologiques des sépultures primaires de cette période. Malheureusement, l'étude de ce petit enfant n'a pas été réalisée jusqu'à présent. Il est toujours dans un dépôt en Égypte et on espère tous qu'il n'a pas disparu pour des raisons politiques. Quand on arrive à ces deux lignées humaines qui nous intéressent et sur lesquelles on travaille depuis très très longtemps, eh bien, on va effectivement avoir deux zones privilégiées, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Levant, avec le territoire d'Israël, où nous avons des sépultures primaires de néandertaliens et d'humains anatomiquement modernes. Elles ne sont pas contemporaines, Jean-Jacques vous l'a dit dans ses cours. Et le sud-ouest de la France. Mais vous allez voir qu'avec la base de données, on peut s'amuser à essayer de sortir des résultats un petit peu différents. Historiquement, comment ça s'est produit? Vous pouvez le voir avec les histogrammes de gauche. Les histogrammes de gauche, ce sont les périodes où il y a des grandes découvertes de sépultures néandertaliennes. Et l'histogramme de droite, c'est les périodes où vous avez des grandes découvertes de sépultures d'individus anatomiquement modernes. On voit donc que sur l'histogramme de gauche en haut, il y a deux grandes périodes pour les néandertaliens, le deuxième quart du XXe siècle et le troisième quart du XXe siècle. Et pour les humains anatomiquement modernes, c'est essentiellement le deuxième quart du XXe siècle. Je pense d'ailleurs que cette richesse de découvertes qui se font toutes au Levant pour les humains anatomiquement modernes a contribué à faire accepter par la communauté scientifique l'existence de sépultures chez les néandertaliens. Et l'histogramme que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est un histogramme qui est basé sur les différences entre les découvertes qui se font chez les néandertaliens, entre l'Europe en bleu et le Proche et le Moyen-Orient en orangé. Et vous pouvez voir qu'il y a deux grandes périodes aussi à ce niveau-là. Beaucoup de découvertes qui vont se faire sur un tout petit territoire, la France, en Belgique, l'Allemagne, premier quart du XXe siècle, et toute une série d'autres découvertes qui se fait plutôt sur ce territoire du Levant ou encore plus à l'est pour les Néandertaliens durant la fin du XXe siècle. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de découvertes qui se font maintenant à nouveau en Europe durant le premier quart du XXIe siècle et on doit rendre grâce à nos collègues espagnols qui ont une dynamique de fouille bien supérieure à ce qui se passe en France sur cette période-là et qui trouvent effectivement des sépultures néandertaliennes sur un territoire qui, il y a encore jusqu'à très peu de temps, n'en livrait aucune. Ça montre bien qu'il faut toujours fouiller si on veut trouver des choses nouvelles. Vous l'avez peut-être vu aussi sur cet histogramme, je considère que les premières sépultures néandertaliennes, elles ont été trouvées pendant la fin du XIXe siècle. Et pour moi, eu égard à l'état de conservation de certains spécimens, comme l'homme de Néandertal, mis au jour en 1856 actuellement par des ouvriers carriers, l'état de conservation de ce squelette, le fait que les ossements sont complets, ne sont pas brisés, etc., plaide, selon moi, pour l'existence d'une sépulture primaire qui n'a pas du tout été reconnue, je vous le rappelle, par des ouvriers carriers qui vidangeaient une grotte de son sédiment pour exploiter une carrière de pierre.
Mais ces ouvriers qui n'avaient aucune formation en rien sont capables quand même de récupérer tous ces ossements qui appartiennent à un même individu. Et je ne pense pas qu'une telle conservation ait été possible sans une protection volontaire du corps de ce cadavre. Les découvertes qui ont été faites après dans les déblais de cette cavité, pour moi, renforcent cette hypothèse. Puis on a les deux néandertaliens très célèbres de Spie, mis au jour en Belgique en 1886. Et là, nos amis belges, et Dieu sait que je suis ami avec énormément de collègues de la communauté scientifique belge, on peut rater le coche, puisqu'en 1886, au sein de la communauté scientifique belge, des personnes qui sont des autodidactes de la préhistoire, ne sont pas des professionnels, vont lancer peut-être l'idée qu'il y a des sépultures néandertaliennes. Et cette idée va être complètement réfutée par les commanditaires des fouilles à Spie, sur la base d'arguments que moi, actuellement, je considère comme étant des arguments qui nous livrent par écrit, qui prouvent que c'était bien des sépultures. Ce qui montre combien, sur une période, et on vous l'a dit tout à l'heure, on peut interpréter des données de façon complètement différente en fonction du contexte social qui est le nôtre. Et Jean-Jacques vous l'a dit dans un cours, eh bien, la première sépulture néandertalienne qui va être mise au jour et qui va être reconnue scientifiquement, c'est celle de l'homme de la Chapelle-aux-Saints. Deux des fouilleurs sont des abbés. Il y a peut-être à ce niveau-là une dimension aussi idéologique, pour dire que ces humains qu'on percevait comme très 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 différents de nous avaient inhumé leurs morts. Mais je tiens à vous rappeler aussi que pour d'autres raisons, celle-là mercantile, la première sépulture néandertalienne qui est mise au jour sur le territoire français et qui a été reconnue aussi comme une sépulture néandertalienne est celle en fait de l'adolescent Le Moustier 1. Elle est mise au jour en mars 1908, la Chapelle-aux-Saints c'est août 1908, mais la personne qui met au jour ce squelette, c'est un antiquaire suisse qui veut le vendre et qui va le refaire découvrir 4 fois avant qu'il soit découvert officiellement après l'homme de la Chapelle-aux-Saints. Et chaque fois, il fait une sorte de procès-verbal, il veut négocier voilà, la vente de ce squelette néandertalien. Ça aurait dû être lui, mais ce n'est pas lui. C'est donc l'homme de la Chapelle-aux-Saints. L'homme de la Chapelle-aux-Saints, vous le voyez sur la photo, les frères Buissoni qui fouillent cette cavité vont trouver ce squelette en connexion anatomique, ils vont décrire une fosse. Et suite à un projet scientifique que j'ai initié en 1999 de reprise de fouilles au niveau de cette falaise de la Chapelle-aux-Saints. Ce projet scientifique a été terminé par mon collègue William Rendu au début des années 2010. Et ce que vous voyez ici sur la diapositive en bas à droite, c'est la fosse funéraire de l'individu de la Chapelle-aux-Saints, exactement où on s'attendait de la trouver, relativement aux photos réalisées en 1921 ou par les frères Buissoni, avec les reliefs du plafond de la cavité qui sont les mêmes. On l'a un peu abîmé lors de la redécouverte. Mais ce que vous avez là, dans cette petite grotte de Corrèze, à la limite de la Dordogne, c'est la plus vieille structure anthropique funéraire connue au monde. Je vous invite à aller vous promener à la Chapelle-aux-Saints, c'est un très beau village et les gens y sont très accueillants. Alors les sépultures primaires, je vous l'ai dit, elles sont toutes quasiment individuelles. Bon, ben, il y a une exception pour les humains anatomiquement modernes, c'est la fameuse sépulture double de Kafzé 9 et Kafzé 10 qui unit une femme qui est presque en période de fin de sa puberté à un enfant qui est aux alentours de 5-6 ans. Et il n'y a aucune sépulture double connue chez les Néandertaliens. Deux périodes différentes de fouilles, vous le voyez également. La sépulture de la Ferracie 1, mise au jour en 1909 en Dordogne, dans ce très célèbre gisement. Et on peut voir sur ces diapos de l'époque que les fouilleurs, ils marchent à quelques centimètres de l'endroit où se trouvent les ossements, etc. Et que naturellement, il n'y a pas la rigueur méthodologique qui serait la nôtre maintenant. Et ce que vous avez à droite, c'est une photo des moulages qui ont été faits par Bernard van der Merch de ses découvertes, parce qu'à l'époque, à cette période-là, il y a cette idée qu'il faut documenter les informations d'une façon un petit peu différente, et il y a ces techniques de moulage qui existent, et donc malheureusement aussi, les squelettes sont prélevés en bloc et sont traités en laboratoire, donc on perd des informations de terrain, mais on a ce type de données qui sont très importantes, au moins au niveau muséographique. Ce sont des sépultures primaires et elles sont quasiment toutes, très majoritairement, sans matériel présent au sein de l'espace funéraire.
que ce soit les Néandertaliens ou les humains anatomiquement modernes, on n'a pas d'objets archéologiques ou d'objets en matière animale transformée qui sont présents au sein de cet espace funéraire. Mais on a, pour quelques cas, pas beaucoup, 4 à peine, c'est pas énorme sur l'ensemble du corpus, des objets phoniques, non transformés, qui sont très clairement associés, au moins aux humains anatomiquement modernes, et c'était dans les cours de Jean-Jacques du mois de décembre, et ce sont les individus de School, Kavzé, qui présentent ce type d'association. On le voit très bien avec l'hémi-mandibule, enfin la mandibule de Suidé, je ne sais pas si ça marche ce truc, vous le voyez? Vous le voyez, le point rouge, vous? Bon, moi non plus. C'est peut-être ça. Voilà. Voilà cette mandibule de Suidé qui est vraiment entre le tronc et le bras droit de cet individu. Ce n'est pas accidentel. Ça, c'est une association qui est volontaire. Un autre individu dont Jean-Jacques vous avez parlé, c'est School 9, où là, il y a un crâne de bovidé. Vous avez bien sûr l'enfant de Kavzé 11, très célèbre, avec ce morceau de massacre de daim qui est positionné de part et d'autre de sa tête et qui repose quasiment sur ses mains qui sont également disposées de part et d'autre de sa tête. Et pour les Néandertaliens, il y a eu quelques propositions d'associations, dont la célèbre grotte découverte de Téchiktash, où les collègues russes ont supposé qu'un enfant décédé au seuil de l'adolescence avait peut-être été inhumé dans une zone entourée par un cercle de chevilles osseuses d'Antilope saiga. Et une des découvertes les plus récentes où ce type d'association a été proposée est celle du très jeune enfant Hamoud-7 néandertalien, où selon les collègues qui ont fouillé le gisement, vous avez ce morceau de maxillaire de cervidé qui est assez grand et qui est clairement dans l'espace du volume du cadavre de cet individu. Naturellement, ce type d'objet pose la question de ce que pourrait être une offrande funéraire à cette période. Et là, j'ai un raisonnement qui est très, on va dire, rigide peut-être que Jean-Jacques tout à l'heure a dit sec, alors peut-être qu'il est sec, mon raisonnement à ce niveau-là, parce que je pense qu'on ne peut pas discuter cette question pour ces humains, tout simplement parce qu'actuellement, il y a 2 façons de considérer, je résume naturellement, ce qu'est une offrande funéraire. Il y a les personnes qui travaillent sur les périodes récentes de la préhistoire, le néolithique, etc., qui vont aller dans le sens qu'une offrande funéraire ne peut être qualifiée d'offrande que si vous avez la répétition du même type d'objet associé à plusieurs tombes. Sinon, on ne peut pas savoir pourquoi l'objet arrive dans la tombe. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est usuel? Est-ce que c'est affectif? Etc. Donc, il faut qu'il y ait cette répétition du même type d'objet. Alors que pour les périodes anciennes, les paléolithiciens, ils ont plutôt tendance à considérer que parce que vous avez un objet exceptionnel relativement au reste du remplissage, et que cet objet se situe à proximité ou à côté d'un cadavre, il va faire la fonction d'offrande. Personnellement, après en avoir pas mal discuté avec des collègues, moi je me range vers la définition de l'offrande des collègues qui travaillent sur la préhistoire récente. C'est aussi peut-être parce que j'ai fouillé pas mal de tombes historiques ou proto-historiques, et je ne pense pas donc que parce qu'on a un objet très particulier associé à un cadavre, on puisse considérer que c'est une offrande. C'est peut-être en cela que mon raisonnement est un peu sec. Jean-Jacques vous a dit au cours d'un de ses cours qu'il y avait cette fameuse sépulture à Shanidar qui a retenu énormément l'attention, la fameuse sépulture fleurie de l'individu numéro 4 de Shanidar. Fleurie parce que des pollens et des concentrations de pollen avaient été trouvées dans les sédiments étudiés par Madame Arlette Leroy-Gourand. Et quand moi j'étais étudiant et que j'avais lu l'ouvrage de Ralph Stolecki, je n'étais pas allé plus loin que cette interprétation proposée dans cet ouvrage The First Flower People, qui a d'ailleurs pas tellement porté chance à Ralph Stolecki. Et finalement, cette découverte et cette annonce qui a été très critiquée récemment, je ne vais pas revenir sur cela puisque Jean-Jacques vous l'a présenté dans un de ses cours, masquait quelque chose de beaucoup plus complexe, à savoir, et c'est écrit pourtant dans l'ouvrage de Ralph Stolecki et dans les autres papiers publiés par l'équipe, à savoir que sous l'individu numéro 4, vous avez le squelette de l'individu numéro 6. Et vous pouvez voir ici les ossements de l'individu numéro 6, alors que les ossements de l'individu numéro 4, vous les avez ici. Ils sont l'un au-dessus de l'autre. Et sous l'individu numéro 6, vous avez l'individu numéro 8. Et sous l'individu numéro 8, vous avez quelques restes osseux de l'individu numéro 9. Et là, on n'est plus en présence
On n'est pas en présence de quelque chose comme à la cima de los huesos. On a des corps qui sont en connexion anatomique ou en subconnexion anatomique. On peut aller vers l'idée qu'on avait dans cette cavité un espace funéraire peut-être à fonction collective, c'est-à-dire destiné à recevoir les corps de plusieurs défunts qui décédaient dans des périodes de temps qui ne nous sont plus accessibles. Et là où la grotte de Chanidar est absolument extraordinaire, c'est que selon moi, elle livre effectivement plusieurs preuves de ce type de comportement, avec même des données qui sont issues des archives qui sont en notre possession, qui vont vers le sens de l'existence de gestes funéraires secondaires. Ici, vous avez une photo du squelette numéro 1, Chanidar numéro 1, qui est celui qui est multi-traumatisé, dont on a retiré la boîte crânienne qui se situe à ce niveau-là. Ici, vous avez le tronc, le bassin et les membres inférieurs. Là, vous avez deux photos de cette boîte crânienne prises en laboratoire. La mauvaise habitude de l'époque, on prélève des choses et on va les fouiller en laboratoire. Moi, quand j'ai vu ces photos, je ne me suis pas tellement posé de questions, et pourtant j'aurais dû, au regard de ma formation scientifique. Ce que vous voyez là, ici, ce sont les vertèbres cervicales de cet individu, et là, vous avez sa boîte crânienne qui repose sur la base. Et dans une publication antérieure à l'ouvrage, celle de Stewart en 1977, vous avez la photo prise sur le terrain. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la boîte crânienne qui repose sur le même plan horizontal que la mandibule de cet individu qui est à côté. Ça, selon moi, ce type de disposition, elle ne peut pas s'expliquer naturellement. C'est qu'il y a eu une réintervention sur le corps, à un moment, quand les parties molles de cet individu avaient disparu, pour des raisons qui nous échappent, mais qui sont, je pense, probablement de l'ordre du geste funéraire secondaire, puisque des réinterventions sur des corps chez les Néandertaliens, on en connaît. C'est l'exemple de Kebara II, mise au jour par Ofer Bar-Yosef et Bernard van der Merch au cours des fouilles qu'ils ont réalisées dans ce gisement, où vous pouvez voir que la boîte crânienne a été prélevée avec suffisamment de précision, de minutie, pour ne pas bouleverser les relations anatomiques entre la mandibule qui est ici, les vertèbres cervicales qui sont là. Bon, il y avait également une troisième molaire supérieure droite qui avait chuté à côté de la mandibule. Donc une réintervention qui n'est probablement pas accidentelle, ou en tout cas si elle était accidentelle, elle s'est faite avec beaucoup de soin pour retirer cette boîte crânienne. Mais il n'y a pas que la boîte crânienne qui manque à ce squelette. Il lui manque aussi son fémur droit. Vous êtes dans un sondage qui avait été fait par le précédent fouilleur. Voilà la limite du sondage ici. Donc l'équipe de Bernard van der Merch et Ofer Bar-Yosef ont poursuivi le sondage. Ils ont souligné que la dissolution de la matière osseuse était assez importante dans cette zone fouillée par leur prédécesseur, ce qui explique que le fémur gauche soit très très mal conservé. Mais le fémur droit, il se situe dans cette zone-là, complètement à l'opposé de cette zone où il y aurait peut-être une dissolution des matières osseuses plus facile. Et le fait même d'avoir protégé ce corps dans une sépulture a favorisé la conservation de ces ossements. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qui a été proposée que l'absence de ce membre, de ce fémur droit, soit la conséquence de phénomènes taphonomiques naturels. Donc c'est peut-être pas que la boîte crânienne qui a été prélevée, c'est peut-être la boîte crânienne et un fémur. Chanidar, à nouveau, c'est un trésor scientifique. Jean-Jacques l'a dit lors d'un de ses cours. Des fouilles ont pu être reprises par l'équipe de Graham Barker de l'université de Cambridge. Et ils ont eu énormément de volonté d'aller travailler sur ce territoire, le Kurdistan irakien. C'est pas simple politiquement d'y aller. Il y a des périodes où ils ont pu fouiller, d'autres où ils n'ont pas pu fouiller à cause de la géopolitique locale. Et ils ont eu aussi le bonheur de trouver plusieurs restes humains qui ont démontré à la fois la relative mauvaise qualité des fouilles de Ralph Solecki, puisqu'ils ont retrouvé des éléments du corps appartenant à l'individu numéro 5 qui avait été laissé dans la coupe. Et à côté de la zone où vous aviez les individus 4, 6, 8 et 9, ils ont retrouvé cette concentration osseuse, où vous avez ici une boîte crânienne avec le sommet d'un tronc d'un individu, on voit la tête par son côté droit, et sous cette boîte crânienne, vous avez ce membre supérieur, avec l'idée que finalement cet individu reposait un peu dans cette position, donc
avec sa main gauche qui était ramenée sur sa joue. Et c'est comme ça que ça a été publié et présenté par Emma Pomeroy dans une publication assez récente. Et lors d'un colloque qui s'est tenu à Bordeaux il y a 2 ans, en fait, leur interprétation de ce dépôt qui a été ramené à Cambridge pour pouvoir être fouillé en laboratoire, d'ailleurs par une collègue de Noémie, si je ne me trompe pas, et reconstitué. En fait, ce membre supérieur gauche ne serait peut-être pas un membre supérieur gauche, mais ce serait un membre supérieur droit, et si c'est un membre supérieur droit, il ne peut pas appartenir à cette boîte crânienne. Donc il n'y aurait pas un individu, il y en aurait 2, à côté de tous les autres. Ça nous a permis d'aller, suite à un colloque organisé à Cambridge, où Noémie et moi ont été invités, d'aller vers l'idée que peut-être il a existé au sein de cette lignée néandertalienne des lieux où les Néandertaliens revenaient, qui étaient des lieux particuliers, peut-être à cause de leur topographie, de leur géographie, où ces Néandertaliens revenaient pour inhumer certains de leurs défunts. Et je pense d'ailleurs que l'existence de tels lieux ne se limite pas forcément qu'à ce territoire du Levant. Alors là, je vous montre une carte que j'ai réalisée avec Jacques Jobert d'une base de données qui est toujours en cours, que je maintiens sur tous les gisements qui livrent des restes humains appartenant aux lignées qui ont peuplé l'Europe occidentale. Et vous avez ce fameux territoire qui est le sud-ouest de la France. Ces gisements, à peu près 300, depuis qu'on trouve des Néandertaliens, donc 1856, 500 individus à peu près, 50 individus connus par des vestiges crâniens, infracrâniens, à peu près 25 squelettes complets, subcomplets. Donc vous voyez, on travaille avec très peu de choses. Mais quand on regarde avec un petit peu plus de précision cette zone, eh bien on s'aperçoit qu'on a 2 territoires qui ne sont pas très grands, 1200 km² pour la zone de la Charente, 300 km² pour la zone de la Dordogne, avec des restes humains qui sont finalement très différents par leur nature. C'est en Charente qu'on a le plus de sites qui livrent des restes humains appartenant aux Néandertaliens, 15 sites pour 9 en Périgord noir. Mais en Charente, on ne connaît que 2 potentielles sépultures par rapport à ces 15 gisements, alors qu'on en a 12 en Périgord noir sur 4 sites. On est dans le même contexte géologique. Il n'y a pas de barrière géographique entre ces 2 territoires. On est dans les mêmes contextes comportementaux, culturels de ces Néandertaliens. Il y a peut-être des petites différences chronologiques, mais elles ne sont pas forcément majeures. Et en Charente, quelques sites qui livrent des restes humains qui présentent des activités liées à du charognage par des carnivores, alors qu'il n'y en a pas du tout en Dordogne. Et je pense que ça traduit quelque chose qui est la conséquence du comportement des vivants vis-à-vis des morts, comportement des vivants vis-à-vis des morts chez des Néandertaliens, qui étaient chronologiquement très proches les uns des autres, mais qui n'étaient peut-être pas à ce niveau-là par leur comportement très proche entre ces 2 groupes de Néandertaliens qui ont pu peupler ces 2 régions. Si on compare ces humains, oui, je m'arrête, Jacques. Si on compare ces humains à ces Néandertaliens aux ceux des humains anatomiquement modernes, on n'a pas trop de différence entre la répartition adulte, sujet immature. On n'a pas trop de différence entre les individus masculins et les individus féminins. Les individus indéterminés, bien sûr, ce sont les enfants. Mais vous pouvez voir que chez les Néandertaliens, on a beaucoup plus d'individus inhumés dans la très jeune enfance, relativement aux humains anatomiquement modernes. Que chez les Néandertaliens, on n'a pratiquement pas d'adolescents ou de jeunes adultes relativement aux humains anatomiquement modernes, où il y en a beaucoup plus. Et ça, je pense que ça traduit des comportements aussi qui font que très souvent chez les humains, il y a des recrutements funéraires qui sont particuliers. Et je pense qu'à travers ce type d'analyse globale, très fortement critiquable, je vous l'avoue, on touche peut-être du doigt à des comportements différents. Pour illustrer ces comportements différents, chez les Néandertaliens, je vous ai dit à peine 45 sépultures, 5 de nouveau-nés. Chez les humains du Gravétien, des humains anatomiquement modernes, sur une aire géographique immense, 80 sépultures, 2 nouveau-nés. Les nouveau-nés n'ont pas été traités de la même façon par les Gravétiens et les Néandertaliens, au niveau funéraire. Alors, quand on essaie de faire un petit bilan, avec tous ces gisements, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a plein de morts anonymes, c'est une dent, une phalange, un talus, qui sont retrouvés depuis le Paléolithique ancien jusqu'au Paléolithique récent.
On a plein de morts consommées. Le cannibalisme est quelque chose qui a toujours existé pour toutes les populations humaines. On a des morts prélevées, peut-être dans des buts funéraires secondaires, et je pense que ça s'enracine dans le paléolithique moyen, voire même peut-être dans le paléolithique ancien, on pourra en parler avec Noémie. On a des morts inhumées de façon primaire, mais la sépulture primaire n'est pas quelque chose qui, à partir du moment où elle va être inventée, va s'imposer. Donc ce n'est pas la pratique funéraire qui est constante dans le temps. Il y a des groupes humains pour lesquels on n'a toujours pas trouvé de sépulture primaire, même parmi les individus du paléolithique récent. On a très peu de morts inhumées avec du matériel archéologique. En revanche, au paléolithique récent, ça va devenir quelque chose qui va exister dans certaines tombes. On a peu d'individus qui ont été utilisés, dont les ossements ont pu être utilisés ou transformés comme des outils, et c'est probablement involontaire, mais ça n'existe pour l'instant qu'au paléolithique moyen. En revanche, on a des morts qui ont été prélevés et volontairement transformés. Jean-Jacques vous en a parlé, et ça n'existe qu'au paléolithique récent. Donc la façon dont les humains du passé ont eu ce type d'activité mortuaire et funéraire, comme vous voulez voir, est très divers et reste encore à documenter de façon conséquente pour des périodes à la fois récentes et plutôt anciennes de notre passé. Je vous remercie.